Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Tour d'horizon de l'IA générative, qui est une version condensée de l'atelier qui porte le même nom. Condensée puisque dans cette vidéo on ne pourra évidemment pas assurer tout ce qui est moment de débat, d'interaction avec les enseignants qui assistent habituellement à cet atelier. En revanche, les objectifs restent identiques, découvrir les fondements de l'IA générative, étudier un cas d'utilisation propre à l'enseignement et réfléchir aux enjeux pédagogiques. Avant toute chose, une petite mise en garde pour vous avertir sur le fait que les services, outils qui seront cités dans ce webinaire sont des outils qui ne sont la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas en fait, pas hébergés en Europe, en Union européenne. De fait, ces outils, services, sites internet, etc. ne sont pas soumis à la législation européenne sur la protection des données, le RGPD, qui signifie Règlement général sur la protection des données. Ce que ça veut dire, c'est que les données personnelles, confidentielles, étudiantes, institutionnelles, etc., que vous pourriez saisir dans ces outils, peuvent être détournées, utilisées à d'autres fins qui ne sont pas déclarées par les producteurs de ces solutions logicielles. Donc soyez extrêmement vigilants avec l'utilisation que vous faites de ces outils d'intelligence artificielle, de manière générale, et y compris les outils qu'on citera à titre d'illustration, d'exemple dans cette présentation. Alors, pour donner un petit aperçu d'à quel point l'usage de l'intelligence artificielle est répandu, j'ai pris un article de presse de Libération. Ils vont dans chaque numéro voir des journalistes pour les interroger sur leurs pratiques journalistiques. Et donc dans ce numéro-là, c'était à propos de leur utilisation de l'intelligence artificielle générative. Et j'ai retenu 2 témoignages pour illustrer un peu ce que les journalistes, en l'occurrence, peuvent en faire. On a une même personne à gauche et à droite, et une seconde personne au centre. La première personne, le premier journaliste, dit « Je pense qu'on va aller vers ça, en assumant de recycler sa production à l'aide de l'IA. » Il détaille « Quand on me demande d'écrire sur un sujet saisonnier sur lequel j'ai déjà écrit 10 fois, un article lifestyle du type « Comment se protéger des maladies de l'hiver » sur lequel il n'y a aucune nouveauté, je mets mes 10 précédents articles dans ChatGPT et je lui demande de m'en écrire une 11e sur cette base, je relis et je signe. » Bon, à la limite, dans ce cas d'usage, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouvelles informations à apporter dans l'article. C'est pour ainsi dire une reformulation pure et simple. Et c'est quelque chose sur lequel l'IA générative est plutôt pas trop mauvaise. Donc, à mon sens, je vois pas tant de problèmes que ça, je vois pas de problème avec l'utilisation d'Hervé. En revanche, il poursuit dans la suite de son témoignage et il dit « ChatGPT se personnalise et c'est ce que j'ai fait, en lui transmettant un gros volume de ma production éditoriale, afin que l'IA connaisse ma façon d'écrire. C'est faisable parce que j'ai une production éditoriale depuis environ 10 ans. Quand je reviens d'interview, je mets la transcription dans ChatGPT et il me rédige un article avec mon style, article que je relis et corrige, bien évidemment. Pour moi, le métier de journaliste, c'est aller collecter de l'info, le reste, ça m'intéresse moins. Alors je délègue, je pense qu'on va aller vers ça. » Effectivement, je pense que l'analyse d'Hervé est plutôt juste. On va aller vers ce genre de choses où on va déléguer une partie des tâches de nos métiers à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? À mon sens, là, Hervé, il en a quand même une utilisation un peu trop intense, en particulier quand il dit qu'il met la transcription de son interview dans ChatGPT et qu'il lui demande d'écrire l'article pour lui. Ce qui me gêne à cet égard, c'est qu'il confie à ChatGPT le soin de sélectionner les informations qui se retrouveront dans l'article final. Donc, il délègue non seulement une tâche, mais aussi une partie de son pouvoir décisionnel. Et donc là, à mon sens, même si l'IA est plutôt pas trop mauvaise pour reformuler et qu'elle peut produire un résultat acceptable, voire bon, là, je pense que Hervé devrait au moins faire un premier brouillon par lui-même. Un autre aspect, c'est qu'il nous dit c'est possible parce que c'est possible d'adopter mon style d'écriture parce que j'ai une production éditoriale d'une dizaine d'années.
ça pose aussi question, en particulier à nous dans notre contexte universitaire, de apprendre à faire avec et apprendre à faire sans. Là, Hervé, lui, il savait déjà faire avant l'intelligence artificielle. Et donc, je pense qu'il est important de maintenir cet aspect-là de développement d'une compétence avant de s'appuyer sur un outil extérieur pour le faire plus facilement, plus rapidement, etc. Le deuxième témoignage, il est, à mon sens, encore pire. On va le lire. Lorsque j'ai dû faire une vidéo et m'appuyer sur des rapports environnementaux de plusieurs centaines de pages que je n'avais pas eu le temps de lire, j'ai demandé à ChatGPT de le faire à ma place. Il m'en a fait un résumé sur lequel je me suis entièrement appuyé. Donc là, c'est un peu comme Hervé dans la deuxième partie de son témoignage. Déjà, on laisse l'IA choisir ce qui sera dans l'article final. Mais là, en plus, à la limite, Hervé, lui, avait mené l'interview et donc savait quel était le contenu de la transcription qu'il a donnée à ChatGPT. Là, cette personne, elle n'a même pas lu le contenu de base. Donc c'est vraiment encore plus problématique. Et je pense que c'est vraiment ce genre d'utilisation de l'intelligence artificielle qu'il ne faut pas avoir. Avant de passer à l'exemple suivant, il me paraît important de vous faire un petit point, une parenthèse assez brève sur le fonctionnement de ces intelligences artificielles génératives ou modèles de langage. Ce qu'on appelle du coup en anglais Large Language Model ou LLM. Notamment parce que je crois qu'en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que ces modèles de langage, ils ont une manière de s'exprimer, de parler, d'écrire qui est un peu particulière, avec par exemple un vocabulaire très récurrent, donc tout simplement des mots qui reviennent souvent, des mots qu'on n'utilise pas forcément habituellement à l'oral ou à l'écrit, des structures de phrases inhabituelles qu'on repère assez facilement, je pense, si on a été exposé plusieurs fois à des textes générés par intelligence artificielle. Ce constat, il est dû au fait que les modèles de langage fonctionnent de manière purement statistique. Il est important de déclarer qu'il n'y a pas de réelle compréhension des textes que vous entrez à travers votre requête, votre prompt, non plus qu'il n'y ait d'intelligence dans ces outils d'intelligence artificielle. Donc comme je le disais, ça fonctionne de manière purement statistique, et donc on a un petit exemple qui nous est donné sur cette slide, où le prompt serait « le chat saute par-dessus le ou la », et le modèle aurait plusieurs options de réponse de mots suivants à générer, selon du coup la phrase passée qu'on lui envoie. Et ces options ici pourraient être la barrière, la table, la souris ou la lune, et donc à chacune de ces options est associée une probabilité, un score, et le modèle va pouvoir choisir parmi les options les plus probables, celle qui lui semble la plus pertinente dans ce contexte. Donc cet apprentissage des probabilités, il est fait sur des quantités astronomiques de données, des textes trouvés sur Internet, des livres, etc. Des données d'ailleurs pas toujours, je ne vais pas dire systématiquement, mais pas toujours recueillies de manière légale, en tout cas en respectant le droit à la propriété intellectuelle. Et donc c'est d'un certain point de vue intéressant. L'exemple qui est donné ici, donc c'est quelqu'un qui s'est amusé à comptabiliser le nombre d'occurrences du mot delve dans les publications médicales. Dans cette autre étude, on a des gens qui se sont amusés déjà à repérer puis à comptabiliser les mots les plus cités, les plus utilisés par différents modèles de langage. Donc on a GPT-4o, donc ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, DeepSeek. Cette étude, vous pouvez la consulter si ça vous intéresse. Et une des explications de ce phénomène, c'est que pour entraîner leur modèle de langage, ces entreprises, elles vont chercher des travailleurs à bas coût dans notamment des pays africains anglophones qui ont eu leur propre évolution parallèle de la langue anglaise, un peu comme nous avec le Québec. Et donc, ces travailleurs étrangers africains ont leurs propres expressions linguistiques, et notamment l'expression delve into, qui voudrait dire se plonger dans quelque chose, par exemple, ou les mots tapestry ou intricate, qui sont des mots et expressions qui sont pas forcément fréquemment utilisés dans la langue anglaise, ce qui peut surprendre un lecteur, du coup, à la vue de ces expressions. Et donc, c'est là qu'intervient
notre Jérémy Nguyen, donc quelqu'un qui a comptabilisé le nombre d'occurrences du mot DELF dans les publications médicales. Donc le nombre d'occurrences augmente exponentiellement des années 90 à 2022, ce qui paraît pas illogique puisque il y a vraisemblablement un nombre lui-même exponentiel de publications médicales entre les années 90 et 2022. En revanche, 2022, c'est l'arrivée de ChatGPT, et donc on repère une explosion du nombre d'utilisation du mot DELF dans les publications d'articles médicaux à partir de 2023, puis 2024. Donc on a vu que ça s'infiltrait dans le journalisme, mais aussi dans la recherche. C'est vraiment quelque chose qui est à tous les niveaux, y compris évidemment parmi nos étudiants. 86% des étudiants utilisent régulièrement ChatGPT, et ce qui est vraiment alarmant, c'est que quand on clique sur ce lien, le lien de l'étude, il y a un détail des utilisations qui en sont faites, et notamment l'utilisation majoritaire, c'est pour la recherche de faits, la recherche d'informations. Ce qui est un point sur lequel l'intelligence artificielle générative est particulièrement peu performante. Donc, à travers cette utilisation, les étudiants s'exposent à beaucoup de désinformation. Ensuite, on a 26% des étudiants qui utilisent ChatGPT pour réaliser leur rendu, donc leur production écrite, leurs devoirs maison par exemple, ce qui serait 2 fois plus que l'année d'avant. Donc une forte adoption et qui plus est en forte progression. De plus, 74% des étudiants pensent que leur performance scolaire s'améliorerait s'ils utilisaient ChatGPT pour réaliser leurs devoirs. Et donc c'est, à mon sens, le cœur du sujet, il est ici. C'est qu'il y a une démystification à opérer vis-à-vis des résultats attendus, présupposés de l'intelligence artificielle générative et des modèles de langage. Alors, cette démystification, elle est au niveau de nos étudiants, mais pas que, c'est au niveau de la société en général, je pense. Et à mon avis, c'est dû au fait que c'est quelque chose de relativement nouveau. ChatGPT est arrivé en 2022. Et donc on est toujours dans cet effet waouh, c'est perçu un peu comme de la magie en fait. C'est perçu comme un outil qui va nous apporter non pas une réponse qu'on va devoir vérifier, analyser, confronter, mais comme la bonne réponse. Et donc c'est là que c'est dangereux, et c'est là que nous, en tant qu'université, on a aussi un travail de sensibilisation, à mon sens, dans nos domaines respectifs à opérer. Donc c'est quelque chose dont on reparlera en fin de webinaire. Et puis un dernier chiffre, 47% des étudiants pensent qu'il est désormais plus facile de tricher grâce à ChatGPT. Avant d'analyser plus avant ces chiffres et de voir comment on pourrait réagir, ce qu'on pourrait en faire, on va faire une petite mise en contexte sur l'intelligence artificielle générative qui va, j'espère, nous donner quelques pistes sur comment on peut aborder les choses. Tout d'abord, l'intelligence artificielle dite générative, donc ChatGPT et consorts qui sont arrivés en fin 2021, mi-2022, ce sont une évolution de l'intelligence artificielle au global. L'intelligence artificielle, on l'utilisait déjà de manière un peu transparente à travers différentes applications du quotidien, et on pense notamment à la suggestion de mots, la suggestion grammaticale, orthographique du téléphone. Mais c'était aussi utilisé par exemple dans le traducteur DeepL, qui veut littéralement dire Deep Learning, et qui est un traducteur assez populaire, relativement performant. C'était aussi présent sur les réseaux sociaux, les sites e-commerce pour tout ce qui est recommandations de produits, de contenus, etc. On a cette frise chronologique qui a été réalisée par l'AI40, l'Artificial Intelligence for and by Teacher, donc l'intelligence artificielle par et pour les enseignants. Et donc la frise retrace l'évolution de l'intelligence artificielle en partant du premier concept de programme informatique en 1837, en passant par le test de Turing en 1950 et le boom de l'IA de 80 à 87, jusqu'à 2022, l'arrivée de ChatGPT.
Donc on voit que c'est une évolution au long cours, même si à travers les pratiques qu'elle engendre, l'intelligence artificielle générative est une révolution, on voit que ça s'inscrit dans une évolution qui ne date pas d'hier. En termes de représentation, l'intelligence artificielle, pour le grand public, ça a d'abord été les ennemis dans les jeux vidéo. Donc les premiers jeux vidéo, c'est peut-être les années 80. Là, j'ai mis un Goomba de Mario. Ensuite, on a eu la robotisation, donc dans le milieu industriel avec les bras robotisés pour peindre des voitures, par exemple, ou mettre toutes les pièces lourdes telles que les sièges, etc. Et puis dans le milieu domestique, on a eu les aspirateurs robots. Et donc maintenant, cette représentation, elle est plutôt incarnée par cette sous-spécialisation qu'est l'intelligence artificielle générative, et notamment son incarnation la plus populaire, ChatGPT. Cette intelligence artificielle dite générative, elle prend elle-même plusieurs formes. Donc ici, je vous ai mis une liste de différents outils qui correspondent à différentes applications qui sont faites de l'intelligence artificielle générative. On a tout d'abord la plus connue, la principale, c'est les modèles de langage, les Large Language Models en anglais, et donc les LLM. On retrouve notamment ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek et notre intelligence artificielle générative française, le chat de Mistral. Donc ça, il s'agit ici d'interfaces conversationnelles en fait avec lesquelles on va pouvoir discuter, même si comme je l'ai dit préalablement, il n'y a pas de réelle compréhension ni d'intelligence, mais qui vont pouvoir vous apporter une réponse plus ou moins pertinente en fonction d'un texte que vous aurez entré, prompté dans la machine. Ensuite, on commence à avoir des intelligences artificielles génératives spécialisées dans la recherche web, notamment Perplexity, mais également des modèles de langage, donc ChatGPT et DeepSeek, qui proposent eux aussi la recherche web en tant qu'outil. Une application peut-être la plus intéressante, c'est la génération augmentée par récupération, plutôt que de récupération qui serait une mauvaise traduction. Et ça correspond à ce qu'on appelle le RAG en anglais, le Retrieval Augmented Generation. Je vais passer un peu plus de temps sur celle-ci puisque c'est intéressant, je crois. C'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle générative, non pas avec les données d'apprentissage de ces modèles, mais avec des sources que nous, en tant qu'utilisateurs, on a joint et on a choisi. Et donc, avec le RAG, l'IA va sélectionner des informations prioritairement et parfois exclusivement dans ses sources. Notamment, Google a sorti un outil spécialisé qui s'appelle NotebookLM, qui vous permet de créer ce qu'ils appellent des notebooks, c'est ni plus ni moins que des dossiers, dans lesquels on peut joindre jusqu'à 50 sources. Et donc, comme avec un modèle de langage, vous allez pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle générative, mais qui, ici, va se baser sur les informations dans les sources que vous avez attachées, que vous avez choisies. Donc c'est particulièrement intéressant pour limiter tout ce qui est hallucinations, erreurs sur les faits, etc. Et se baser sur nos propres données, par exemple, en gardant bien en tête qu'il s'agit d'outils nord-américains, chinois, non protégés par le RGPD. D'autres outils le proposent, tels que Claude et le chat. Je crois que pour ces deux-là, la fonctionnalité s'appelle Projet, par exemple. Ensuite, on peut aussi générer des images avec les intelligences artificielles génératives. C'est quelque chose qui peut être particulièrement utile pour des sujets historiques, par exemple, sur lesquels il n'y a pas de photographie. Et donc, ça, ChatGPT, par exemple, permet de le faire. Il a une fonctionnalité dédiée. ChatGPT, c'est vraiment le plus polyvalent, hein. C'est un modèle de langage, mais il vous donne aussi tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Donc, le fait de rechercher sur le web, le fait de générer des images. Mais on a aussi des modèles dédiés, parfois open source, tels que Midjourney, Stable Diffusion ou Flux. Ensuite, l'IA s'immisce aussi dans des applications qu'on utilisait déjà avant l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc, ceux qui utilisent par exemple Acrobat Reader pour lire des PDF, vous avez peut-être remarqué que maintenant il y a un petit champ de saisie pour
rechercher des informations dans le document via l'IA. Mais on commence à voir ce genre d'intégration dans des logiciels, des applications qu'on utilisait déjà auparavant. Notamment dans le domaine de la correction orthographique, on a le leader du domaine qui est Grammarly et une autre application intéressante qui est Language Tool qui embarque maintenant des nouvelles fonctionnalités boostées par IA telles que le fait de reformuler, de trouver des synonymes, ce genre de choses. Ensuite, on peut faire du graphisme, donc qui est un petit peu différent de la génération d'images où on crée une image de zéro à partir d'un texte. Là, j'entends plutôt tout ce qui est modification d'une image. Donc, par exemple, retirer le fond pour ne garder qu'un élément au premier plan, modifier des éléments de l'image. Il y a des gens qui développent grâce à ça des applications assez surprenantes. Donc, par exemple, qui vont prendre une photo d'eux-mêmes et puis changer leurs vêtements via l'intelligence artificielle. On peut faire des choses assez poussées dans ce domaine. Et puis, il y a les choses aussi un peu plus complexes. Donc, la création d'applications. On a maintenant des environnements de développement boostés par IA. Et puis, la création de présentations, de vidéos, de musique et probablement bien d'autres. C'est un domaine qui continue d'évoluer assez rapidement. Donc, des outils, il y en a de nouveaux chaque semaine, si ce n'est chaque jour. On est encore dans cette période un peu d'euphorie. Et d'ailleurs, un événement qui nous le signale assez bien, c'est l'arrivée de DeepSeek en mai 2024. Donc, DeepSeek, c'est une entreprise chinoise qui a développé un modèle de langage du même nom, DeepSeek également. Et en seulement un week-end de présence, DeepSeek a réussi à dépasser en termes de nombre de téléchargements sur l'App Store ChatGPT qui était présent lui depuis quasiment 2 ans. Qui plus est, DeepSeek il a été perçu comme tellement performant qu'il a vraiment bouleversé la finance américaine et notamment cet indice qui s'appelle le Nasdaq 100 qui sont les 100 entreprises technologiques nord-américaines les plus valorisées, les plus cotées, donc qui ont la valeur en dollars la plus importante. Et du fait de l'arrivée de DeepSeek, les investisseurs se sont désengagés du Nasdaq 100 qui ne contient que des entreprises nord-américaines puisqu'il leur faisait concurrence. Et ce désengagement, il a été mesuré à hauteur de 787 milliards, ce qui est quand même assez énorme. Donc même un acteur qui arrive entre guillemets de nulle part, qui était inconnu du jour au lendemain, peut provoquer un tel tsunami sur cette industrie. Donc on voit qu'on est, je vais pas dire encore au balbutiement, mais on est encore en quelque sorte dans les débuts de l'intelligence artificielle générative et il peut se passer encore beaucoup de choses. Ça change même aujourd'hui en 2025, plus de 3 ans après, ça évolue encore très vite. Ces modèles de langage, depuis leur arrivée sur le marché en 2022, ils ont développé un certain nombre de choses, d'additions au fonctionnement nominal des modèles de langage en eux-mêmes. Et l'une d'entre elles, c'est les assistants IA. Les assistants IA, c'est une surcouche à un modèle de langage qu'on va préprogrammer avec des instructions prédéfinies. Par exemple, ici on a quelqu'un qui est dans l'interface de conception, de configuration d'un assistant IA et qui donc est en train de créer un assistant pour la rédaction d'emails. Son rôle va être de corriger, de retravailler et d'améliorer automatiquement les brouillons d'email. Et pour ça, il donne à cet assistant des instructions pour personnaliser, entre guillemets, le modèle de langage en ce sens. Il lui dit « Tu es un agent conversationnel expert en rédaction professionnelle d'email. Ton rôle est de transformer les brouillons de l'utilisateur en messages parfaitement rédigés, adaptés à leur contexte d'usage, selon les standards les plus exigeants de la communication écrite en entreprise. Ta mission principale, produire des emails clairs, structurés, engageants et irréprochables, en t'appuyant sur les éléments fournis dans le fichier. » Et donc, on voit qu'il lui donne aussi des lignes directrices supplémentaires à travers un fichier. Et sur le style, le ton et les règles internes définies dans le fichier, blablabla, et donc il lui donne aussi des indications à ce niveau-là. Ça permet en fait
euh, plutôt que de répéter ces instructions de conversation en conversation, puisque là, sur l'amélioration d'email, on voit que cette personne elle est sur une utilisation récurrente, eh bien elle va créer un assistant où cette instruction elle est toujours présente, elle a été préconfigurée, et donc il n'a plus qu'à copier-coller son brouillon d'email dans l'assistant qui va pouvoir refaire ce travail inlassablement pour chaque email. En fait, ça sert pour, comme je l'ai dit, une utilisation récurrente de l'intelligence artificielle. On pourrait tout à fait imaginer qu'elle copie tout simplement cette instruction en tant que prompt dans une nouvelle conversation à chaque fois, mais du coup l'assistant permet de ne pas avoir à refaire ce petit travail entre guillemets. Et donc on trouve des assistants un peu pour tout et n'importe quoi, par exemple pour vous expliquer les règles d'un jeu de société, pour trouver des arguments dans une discussion, pour vous suggérer des recettes de cuisine ou vous prodiguer des conseils lorsque vous faites vos machines. Et donc en fait, on va trouver en l'occurrence ChatGPT, mais d'autres modèles de langage proposent des assistants. Donc chez ChatGPT, ça s'appelle les GPTs, et donc on peut les explorer via une marketplace. Donc différentes personnes, y compris des entreprises, ont créé leurs propres assistants. Par exemple, Canva pour créer des designs à travers ChatGPT. Donc vous pouvez vous aussi, lorsque vous créez un assistant, moi je suis dans la version gratuite, mais si vous bénéficiez de la version premium, vous pouvez créer vos propres assistants et éventuellement les rendre publics. C'est ce que font ces personnes et entreprises. Les assistants, du coup, il s'agit d'une surcouche vis-à-vis d'un modèle de langage, mais ils sont à ne pas confondre avec les agents, qui est quelque chose qui existe d'ores et déjà, mais qui est en train de fortement se développer. Les agents, à l'inverse d'un assistant qui est un modèle de langage avec une instruction personnalisée, les agents, c'est un processus automatisé dans lequel interviennent un ou plusieurs modèles de langage. Et donc ce processus automatisé, il fait appel de fait à des modèles de langage, mais pas que. Il peut aussi accéder via un système d'API à différents services, à des comptes sur les réseaux sociaux, à une boîte email, à un calendrier. En bref, il peut lire des contenus provenant d'un service et pousser des contenus sur un autre. Plusieurs exemples sur des sites qui vendent l'accès à des agents. Le premier, c'est la création et la publication de contenu pour des réseaux sociaux. Et donc là, on a un agent qui va prendre en entrée la transcription d'une vidéo et puis qui va transformer ça et publier ça en contenu pour Instagram, LinkedIn et TikTok. Il va faire ça à travers différentes étapes. Et donc on a un autre exemple d'agent qui lui rédige des articles pour un blog, les illustre et les traduit. Donc là, on a un peu plus de détails sur les différentes étapes suivies par l'agent. C'est un peu une boîte noire. D'abord, on a l'utilisateur qui va saisir un sujet sur lequel il voudrait écrire un article. Donc ici, l'importance d'optimiser son profil LinkedIn. D'abord, un premier modèle de langage au sein de l'agent va prendre en charge cette demande et va chercher un plan pour l'article ainsi que des mots-clés. À partir de ce résultat, un deuxième modèle de langage va rédiger l'article en fonction de contraintes qui ont été transmises, préconfigurées au sein de l'agent via un fichier style de rédaction, et donc va, en fonction du plan, des mots-clés et du style, rédiger un article. Un troisième modèle de langage entre en jeu et optimise l'article pour le SEO, ce qu'on appelle en français le référencement naturel. C'est le fait d'être bien placé dans les résultats de recherche sur Google. On a un quatrième agent qui va traduire l'article dans différentes langues.
décidément, un quatrième modèle de langage au sein de l'agent, puis un cinquième qui va créer des images pour illustrer l'article. Et donc, on a, via cette boîte noire, cet agent préconçu, la promesse de rédiger des articles illustrés et traduits. Je pense que c'est une très mauvaise idée de confier une telle tâche à l'intelligence artificielle générative, mais ça donne aussi une idée des promesses qui sont tenues par les entreprises qui surfent sur cette vague, et ça répond aussi à une demande, donc je trouve bien de l'avoir en tête. Donc on a, comme les différents exemples que j'ai présentés ici, des agents qui sont préconçus et auxquels les entreprises qui les proposent vendent en fait l'accès à ces agents. On retrouve parmi les applications l'organisation de voyages, le fait de constituer un calendrier ici pour des entretiens avec des candidats, le fait de chercher des prospects pour son entreprise, le fait de transcrire une réunion, etc., etc. Donc là, pour remettre les choses dans leur contexte, ça veut quand même dire que vous donnez, pour réaliser chacune de ces tâches que j'ai citées et qui sont illustrées dans l'exemple de ce site internet, vous donnez accès à des données parfois très personnelles. Par exemple, pour téléprompter une réunion professionnelle, ça veut dire que l'agent IA a accès au flux audio de la réunion, l'écoute, la transcrit et vous renvoie la transcription. Qu'est-ce qu'il advient de cette transcription ensuite? Bon ça, si le site qui propose cet agent IA n'est pas hébergé en Europe, vous n'avez aucune garantie vis-à-vis de la confidentialité des échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion. De même pour le calendrier des entretiens avec les candidats. Donc là, ça présuppose, par exemple, que l'agent va avoir accès à votre boîte email, scanner chacun de vos emails, en faire lire le contenu à un modèle de langage qui va essayer de déterminer s'il s'agit d'un échange avec un candidat et s'il s'agit d'une prise de rendez-vous. Le cas échéant, crée un événement dans votre calendrier. Donc là, ça veut dire que l'agent a un pouvoir de lecture sur votre boîte mail et un pouvoir d'écriture dans votre calendrier. C'est quand même extrêmement intrusif. Donc là, dans cet exemple, on a un agent IA sur mesure qui va recevoir les messages WhatsApp de son propriétaire et les remettre, qu'il s'agisse de messages vocaux ou textuels, de manière écrite dans une base de données en ligne, donc soit un Excel en ligne, soit un Google Sheet, par exemple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord faire un tri pour savoir s'il s'agit de messages vocaux ou textuels. S'il s'agit de messages textuels, il va les trier à nouveau, je ne sais pas selon quel critère, pour les stocker dans sa base de données, donc son Excel. S'il s'agit d'un message vocal, il va d'abord télécharger le message vocal, il va le transcrire à l'aide d'une première IA, puis il va corriger cette transcription à l'aide d'une deuxième IA. Quand je dis corriger, c'est peut-être la ponctuer, ajouter des paragraphes, ce genre de choses, la mettre en forme en fait. Une fois que c'est fait, il va stocker la transcription corrigée exactement de la même manière qu'il le fait pour un message textuel. Et donc ça permet, je sais pas, on peut imaginer que c'est un entrepreneur qui conçoit des sites internet, ça permet à cette personne de consulter ces messages tous sur une même interface, les uns à la suite des autres. Voilà une des applications possibles des agents IA sur mesure qui sont tout aussi intrusifs que les agents préconçus. Là, l'intérêt, c'est qu'on passe par une seule et même plateforme. Ça peut avoir quand même des applications intéressantes. On n'est pas toujours obligé de donner accès à des informations personnelles. Et en l'occurrence, il y a ce site internet, Sidology, qui est hébergé en France, qui est développé par une association et qui permet, qui est appliqué au domaine de l'enseignement et qui permet par exemple de faire des quiz, de faire des scripts de vidéos ou des flashcards. Je pense que là, on est typiquement dans une application qui est assez intéressante, pas trop intrusive et protégée par le RGPD. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous communiquer.
Pour conclure un peu sur cette partie développement et perspective, on a vu de fait les assistants qui sont des surcouches au modèle de langage et les agents qui, eux, à l'inverse, utilisent simplement un ou plusieurs modèles de langage à travers un processus automatisé dans le but de réaliser une tâche dite complexe. Donc les deux utilisent un ou plusieurs modèles de langage, mais de manière différente. Les assistants, c'est quelque chose qui existe quasiment depuis l'arrivée des intelligences, des modèles de langage. Les agents, c'est un petit peu plus récent, ça existe quand même depuis un an et demi, mais je pense que c'est amené à fortement se développer, et notamment les agents sur mesure, parce que ça permet de réaliser des tâches vraiment personnalisées et d'aller assez loin là-dedans. Et ce qui me fait dire que ça va sûrement beaucoup se développer, c'est que les financements vers les entreprises qui développent des modèles de langage directement commencent à ralentir. Notamment, il n'y a pas très longtemps, on a vu apparaître une étude qui stipulait que, je ne sais plus si c'est 2/3 ou 80% des entreprises qui ont investi dans l'intelligence artificielle n'ont pas eu les retours sur investissement escomptés. Donc à mon avis, on va peut-être avoir un peu moins fréquemment ou des nouveaux modèles un peu moins performants en ce qui concerne les modèles de langage eux-mêmes. Donc je parle de ChatGPT, de Claude, de Gemini, de LeChat, etc. Mais je pense que du coup cette évolution qui a été verticale jusqu'alors, où on améliorait toujours et encore plus, va maintenant devenir horizontale, et on va essayer de diversifier en fait les applications possibles avec l'intelligence artificielle générative, et cette expansion horizontale passera vraisemblablement par les agents qui permettent vraiment de personnaliser finement ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle. Donc au niveau du vocabulaire qui est utilisé dans ce domaine, on a vu qu'il y avait les assistants versus les agents, mais de manière plus basique, dans l'utilisation standard, on va dire, d'un modèle de langage, il y a le prompt, qui est la requête que vous émettez pour communiquer avec le modèle de langage, et sur lequel il va en partie se baser pour vous générer statistiquement une réponse. Je dis en partie parce qu'en fait, ce qui détermine totalement ce sur quoi le modèle de langage se base, c'est le contexte qui contient lui-même, entre autres, le prompt. Dans le contexte, on va aussi retrouver tous les éléments passés de la discussion que vous êtes en train d'avoir avec le modèle de langage, mais aussi d'autres éléments. Je pense par exemple, si on se rend ici sur ChatGPT, à tout ce qui est éléments de personnalisation. On peut ajouter des instructions personnalisées, des informations à propos de nous, qui vont se retrouver dans le contexte et de fait être réutilisées par le modèle de langage à chaque fois pour déterminer une réponse qu'il jugera plus pertinente au regard de ces informations. Dans le contexte, on va également retrouver des éléments mis en mémoire, donc ChatGPT par exemple, de conversation en conversation. S'il juge qu'une information est importante, il va pouvoir la retenir, la stocker, et si vous avez activé cette option, la réutiliser dans le contexte pour vous apporter une réponse jugée plus appropriée. Par exemple, s'il a détecté que vous travaillez dans un champ disciplinaire particulier, il va pouvoir se stocker cette information dans un coin et la réutiliser à chaque fois dans son contexte. Donc attention aux informations qui peuvent être contenues dans ces instructions personnalisées et en particulier dans ces éléments mis en mémoire, puisque du coup, ça fait partie du contexte et donc ça influence la réponse qui vous est apportée. Pour terminer ce point vocabulaire, on retrouve aussi le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, ou la génération augmentée par récupération, comme on l'a mentionné au début. Donc il y a une fonctionnalité très intéressante qui permet d'utiliser des sources prioritairement aux apprentissages du modèle de langage. Un autre concept qu'il est intéressant de connaître, c'est l'affinage, le fine-tuning en anglais. Et donc c'est le fait de procéder à des ajustements au niveau du modèle lui-même. C'est quelque chose qui n'est
pas accessible à un néophyte de l'intelligence artificielle, c'est même plutôt réservé aux gens très confirmés, voire ingénieurs dans ce domaine. Et c'est le fait de spécialiser un domaine, spécialiser un modèle de langage, pardon, sur une tâche particulière avec un périmètre bien précis. En l'occurrence, on oppose modèle généraliste et modèle spécialisé. Pourquoi on fait ça? C'est parce que une des caractéristiques intrinsèques propres au modèle de langage, c'est leur nombre de paramètres. Ce nombre de paramètres, c'est ce qui va déterminer, entre guillemets, la puissance du modèle. La contrepartie, c'est qu'un nombre de paramètres important signifie une consommation énergétique importante également. Et de fait, un modèle avec un nombre de paramètres important, vous ne pourrez pas le faire tourner sur votre machine en local, ni sur votre téléphone, par exemple. Donc on va plutôt, ces modèles à fort nombre de paramètres, on va plutôt avoir envie de les rendre généralistes et de les utiliser à travers un serveur distant dans un data center qui lui consomme cette électricité et cette eau pour refroidir les calculateurs. Il y a tout un sujet au niveau de cette consommation supplémentaire d'énergie liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Un argument en faveur des modèles spécialisés, c'est que pour arriver à un même niveau de qualité du résultat qu'un modèle généraliste à fort nombre de paramètres, ici, pour une tâche dédiée précise, on aurait besoin d'un nombre de paramètres amoindri au point qu'on pourrait utiliser ces modèles sur un PC portable, un téléphone portable. Donc il y a un sujet à ce niveau-là, une opposition entre modèle généraliste et modèle spécialisé. Le premier, plutôt avec un fort nombre de paramètres et une forte consommation. Le second, plutôt beaucoup moins et avec l'idée de les faire tourner localement. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, comment ça fonctionnait, quelles étaient les utilisations, les développements, les perspectives dans cette industrie, on va voir comment nous, universitaires, on peut en tirer avantage. Là, j'ai préparé un prompt qui, en fonction d'un document que je vais joindre, va me générer des questions et les formater au format GIFT, qui est le format d'import de Moodle. Donc Moodle, c'est le logiciel qui fait tourner Universities. Donc, avec ce prompt, en fonction d'un document d'entrée, donc un document de cours, une transcription de vidéo, etc., il est censé pouvoir me générer des questions que je vais pouvoir importer directement sur Universities. Donc là, on va tester. Je vais lui joindre un fichier, en l'occurrence, un fichier d'une réunion sur un logiciel. Hop. Et on va voir quel résultat il me donne. En attendant, je vais aller sur Universities et puis je vais aller dans mon espace de cours. Donc, là, Mistral a fini de travailler. Il m'a renvoyé un petit texte qui m'explique ce qu'il a fait et les questions qu'il propose. Voilà, moi je vais pousser le vice jusqu'au bout et je vais lui demander de ne me retourner que le contenu du fichier. Hop, de manière à ne pas me tromper dans ce que je vais copier-coller. Là, je vais à nouveau le laisser travailler, parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer le fichier qui va accueillir ce contenu, puis que je vais importer dans Universities juste après. Hop, donc je vais l'appeler import Q pour question. Hop, donc là il m'a renvoyé que le contenu des 10 questions. Je vais pouvoir le copier via ce petit bouton juste ici, copier dans le presse-papier, et je vais pouvoir hop, le coller dans mon fichier import Q. Je sauvegarde le fichier, je le referme, puis je suis dans mon espace de cours et hop,
j'ai mon bloc administration ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans la banque de questions. Et une fois que j'ai ouvert la banque de questions, je peux accéder à cette sous-catégorie importer. Là, je vais pouvoir choisir mon format, gift, comme je l'ai prévu dans mon prompt, et choisir le fichier importq.txt que je viens de créer et dont je viens de coller le contenu que Mistral m'a fourni à l'intérieur. Je choisis ce fichier, je le dépose et je valide l'importation. Là, on voit qu'il m'a créé non pas 10, mais 11 questions. Mistral a fait une petite erreur dans la gestion, notamment on avait mis un nom de catégorie, et en fait le prompt doit être un peu mal fait. Il ne doit pas reprendre explicitement le format gift. Là, il m'a mis des étoiles autour, donc c'est peut-être à cause de ça. On va réessayer sans. Hop. Je supprime les étoiles. Je sauvegarde. Je supprime toutes mes questions. Hop. Puis, je réimporte mon fichier, modifié cette fois. J'importe. Et là, j'ai bien 10 questions. C'était effectivement ça. Alors, on peut regarder pourquoi. Voilà pourquoi. Alors, effectivement, Mistral ne m'a bien retourné que le contenu à copier. Or, il a mis le texte de la catégorie en gras. Et le gras en Markdown, il est entouré d'une double étoile de part et d'autre. C'est pour ça que dans mon fichier, lorsque j'ai copié ici, eh bien, il a en réalité copié étoile, étoile, dollar catégorie, blablabla, étoile, étoile, pour représenter le gras textuellement. Il aurait fallu lui dire, quand je lui ai demandé, retourne-moi uniquement le contenu du fichier, prêt à être copié, sans fioriture, sans markdown, sans style textuel. Pour bien lui préciser que je ne veux que le texte brut. Encore une fois, c'est du systématique, il n'y a pas de compréhension de ce que vous voulez, il n'y a pas d'intelligence. C'est à vous de préciser exactement ce qu'il vous faut. La preuve, on est. Et donc là, j'ai bien mes 10 questions et j'ai bien mes 10 questions dans la catégorie, il me l'a bien appelé, registre des étudiants ingénium, concept et caractéristiques tels que c'est le nom qu'il a donné à la catégorie, ici, ainsi remonte, registre des étudiants ingénium, concept et caractéristiques. Donc ça fonctionne bien. À mon sens, ce genre d'application où on va utiliser un matériel existant qui nous appartient, un cours, une transcription, etc., et le transformer dans un autre format, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, y compris quand on a des formats formalismes très particuliers à respecter, comme ici le format GIFT, qui est un format informatique, qui permet de décrire des questions-réponses et de les importer directement sur Universitis. L'intelligence artificielle fait ça assez facilement. Là, moi, je lui ai demandé en quelque sorte 2 étapes en une. Je lui ai demandé de me générer des questions et de les mettre au format GIFT. J'aurais pu imaginer apporter mes propres questions et lui demander de les mettre au format GIFT et simplement copier le résultat. On peut faire l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, à votre convenance. En tout cas, c'est le genre d'application qu'il est possible de faire. Je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est sur des tâches techniques, administratives, où on va gagner du temps. Et non pas sur de la génération de quelque chose de nouveau, de la recherche d'informations factuelles. Là, c'est en général pas très performant. Il vaut mieux être sur
de la transformation, du reformatage, de la reformulation. Alors, une fois qu'on a dit ça, il reste quand même des problématiques importantes. C'est pas un outil miracle, magique, et notamment il y a des impacts environnementaux, de propriété intellectuelle, d'utilisation de vos données, etc. Le premier, c'est l'impact environnemental, donc ces data centers dont on parlait juste avant, qui font tourner les intelligences artificielles génératives, les modèles de langage principalement, consomment énormément d'énergie électrique, mais aussi de l'eau pour refroidir les calculateurs. Et cette énergie électrique, dans beaucoup de parties du monde, elle n'est pas forcément aussi décarbonée que chez nous en France avec le nucléaire, et donc il y a un coût carbone important à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Les estimations de base se sont révélées être relativement surestimées. En réalité, une requête simple à un modèle de langage serait peu ou prou l'équivalent d'une recherche Google. Or, il y a un élément important à prendre en compte, c'est que ces outils d'intelligence artificielle ont innové entre-temps. Ils vous permettent maintenant de rechercher sur le web. Ils vous permettent un mode dit de réflexion. Tout ça, c'est des usages encore supplémentaires qui vont venir, à partir d'un prompt initial, démultiplier le nombre de requêtes que le modèle en interne effectue. Et donc, même si les estimations initiales étaient surestimées, en réalité, toutes ces innovations viennent a priori, je crois qu'on n'a pas encore de chiffres à ce sujet, mais largement compenser ce qui avait été dit au début, dans tous les cas. Un autre aspect, c'est la consommation d'eau. Il faut énormément d'eau pour refroidir ces data centers et les calculateurs qui les composent, les serveurs. Un argument pro IA, pro usage de l'IA, c'est que la consommation d'eau, on pourrait la compenser. En fait, votre utilisation de ChatGPT, si vous mangez moins de viande rouge, que vous arrêtez de manger des noix de cajou et que vous passez 1 minute 30 de moins sous la douche, eh ben vous aurez très largement compensé la consommation d'eau liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mathématiquement, c'est vrai. Or, utiliser de l'eau à un certain endroit, c'est pas la même chose qu'utiliser de l'eau à un autre endroit de la Terre. Et tous ces data centers qui font tourner les intelligences artificielles génératives, souvent sont construits dans des endroits où le foncier n'est pas cher et où l'accès à l'électricité va être assez simple. Et notamment, de ce point de vue, les déserts représentent un lieu assez attractif, puisqu'on peut y installer des champs de panneaux solaires qui vont nous apporter l'énergie électrique dont on a besoin. Et puis, construire là-bas, c'est pas très cher. Le souci, c'est l'accès à l'eau, et donc l'accès à l'eau dans des zones où il y a déjà une compétition importante. Donc vraisemblablement, le partage de l'eau va être encore plus intense avec notamment les populations locales. Un autre aspect, c'est, on en a déjà pas mal parlé, le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Et donc, de ce point de vue, l'immense majorité des outils dont on a parlé aujourd'hui ne sont pas en règle vis-à-vis du droit européen. Donc, aucune garantie ne peut vous être apportée sur ce qui sera fait de vos données. C'est le cas notamment vis-à-vis des outils nord-américains, qui, pas que nord-américains d'ailleurs, de tous les outils qui ont une succursale aux États-Unis. Donc, à peu près n'importe qui, en fait. En fait, toute entreprise qui a un pied aux États-Unis est soumise au Cloud Act. Le Cloud Act, il oblige ces entreprises à collaborer avec l'État des États-Unis sur sollicitation. Par exemple, s'il demande les informations personnelles d'un individu,
pour une enquête, je sais pas, pour n'importe quoi, l'entreprise est dans l'obligation d'y répondre. Ce qui est en parfaite contradiction avec le RGPD. Et de fait, cette brèche, elle brise la conformité au RGPD. Donc, aucune garantie ne peut vous être apportée vis-à-vis de ce que vous injectez dans ces outils. Une potentielle exception, c'est le chat de Mistral, qui est une entreprise française et qui se dit GDPR compliant, donc en accord avec le RGPD. En réalité, quand on regarde leur page de confidentialité, ils précisent, faut vraiment chercher, mais ils précisent que les données, elles peuvent être hébergées soit en Suède, soit en Irlande, soit aux États-Unis. Là, ça nous pose un problème. Et donc, je leur ai adressé la question pour leur demander ce qu'il en était, justement, du point de vue RGPD. Et ils m'ont répondu que les données étaient prioritairement traitées en Europe, Suède, Irlande, mais que dans un cas particulier, quand on utilise la recherche web en l'occurrence, nos données passaient par les États-Unis parce qu'ils n'assuraient pas ce service interne de recherche web eux-mêmes. En fait, tout ça est très transparent pour nous en tant qu'utilisateurs, mais en interne, c'est plusieurs briques logicielles qui parfois viennent d'éditeurs logiciels différents qui collaborent. Et en l'occurrence, pour le chat de Mistral, la recherche web elle est assurée par un tiers qui est aux États-Unis, et donc votre prompt, vos données, quand vous utilisez la recherche web sur le chat de Mistral, passent par les serveurs de Mistral, puis sont transférés au sous-traitant nord-américain pour effectuer la recherche web, qui lui-même va renvoyer les résultats à Mistral et vous les renvoyer à vous. Et donc, il y a une brèche à nouveau à cet endroit-là. Donc, même le chat de Mistral n'est pas parfait. Ça reste très probablement la meilleure option qu'on ait à ce jour, mais il n'en demeure pas moins que, au vu de cette situation, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas réellement recommander. Sur l'aspect social, enfin, on a parlé de la délocalisation du travail d'affinage, d'entraînement des modèles tout à l'heure. Donc c'est là aussi socialement contestable, le fait de délocaliser et le fait de profiter d'une main-d'œuvre à bas coût avec un code du travail plus flexible. Comme promis, on peut revenir sur ces quelques chiffres de l'université. Donc 86% des étudiants qui utilisent régulièrement ChatGPT, notamment pour de la recherche d'informations, 26% qui utilisent pour réaliser leur rendu, en forte progression, et 74% qui pensent que leur performance scolaire s'améliorerait s'ils utilisaient ChatGPT. Un dernier chiffre, 47% des étudiants pensent qu'il est désormais plus facile de tricher grâce à ChatGPT. Je pense que, au vu de tout ce qu'on a vu, il y a on a probablement un devoir d'appropriation et de sensibilisation auprès des étudiants qui, eux, s'emparent de ces outils quand bien même on leur demanderait de ne pas le faire. Ici, c'est une étude d'un organisme qui s'appelle Time for Class et qui a demandé à des étudiants si ils utiliseraient l'IA malgré qu'on leur aurait demandé de ne pas le faire. Et donc, on retrouve plusieurs catégories: extrêmement probable, vraisemblable. Si on les cumule, ça donne 75% d'étudiants qui utiliseraient l'IA quand bien même on leur demanderait de ne pas le faire. Donc, à ce jour, les étudiants ne sont pas nécessairement sensibles aux dangers que représente l'intelligence artificielle. Face à cette situation, on reçoit de plus en plus de demandes pour des outils de détection. Le but, ce serait de détecter systématiquement
et de sanctionner ensuite pour éradiquer l'usage de l'intelligence artificielle. C'est pas une solution, c'est pas une posture que nous on défend, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a énormément de problèmes avec ces outils de détection. D'abord, la détection, c'est David contre Goliath. Les entreprises de détection, c'est des entreprises qui surfent sur la vague de l'IA pour répondre à un manquement, à un trou dans la raquette qui n'est pas encore comblé et pour faire du business là-dessus. Mais il s'agit d'entreprises de quelques développeurs, souvent au maximum, voire de développeurs solo qui essayent de surfer sur la vague. Et donc je pense que c'est un problème dont les entreprises qui produisent des logiciels d'intelligence artificielle, ChatGPT et autres, peuvent se débarrasser assez facilement s'ils le voulaient. Un autre problème qu'on a pu constater nous au Saphir en faisant des tests, notamment on a souscrit à la détection IA de Compilatio. Compilatio, c'est cet outil de détection du plagiat que l'université utilise depuis un certain nombre d'années, qui fonctionne très bien sur le plagiat, puisque dans le cas du plagiat, Compilatio va vous indiquer quelle est la source du plagiat, source qui peut être parmi les copies de votre cohorte d'étudiants, parmi les copies qui ont été passées dans Compilatio au sein de l'université, mais aussi parmi les sources qui viennent d'Internet, un site Internet, une page web, etc., etc. Et il vous dit le pourcentage de plagiat et donc la source de manière incontestable. Donc là, ça constitue une véritable preuve du plagiat de l'étudiant. Depuis l'IA, Compilatio lui aussi surfe sur cette vague et propose, comme beaucoup sur Internet, des outils gratuits ou premium, vous en trouverez plein, mais aucun d'entre eux n'est en capacité de vous donner la source de pourquoi il juge que ce contenu a été généré par IA ou non. Il va vous donner un score de détection, il va vous dire je juge à 50%, 68%, 23% que ce contenu a été généré par IA, mais vous n'aurez jamais plus d'explications. Donc ça en soi, c'est problématique, puisque nous, on ne peut pas, en tant qu'universitaire, se baser sur un score calculé on ne sait comment, sans plus de preuves, pour rejeter la copie d'un étudiant. C'est quand même difficilement justifiable. Pire encore, après plusieurs tests qu'on a fait moi ou d'autres au Saphir, il se trouve que ce soit la solution de Compilatio ou d'autres qu'on trouve gratuitement sur Internet, la détection est loin d'être fiable dans les deux sens. Faux positif et faux négatif. Des textes écrits manuellement, normalement, peuvent avoir un score de détection de 20-30% sans aucune raison. Et des textes écrits par IA ne le sont parfois pas détectés du tout. Donc, en termes de fiabilité, il y a un réel problème sur ces outils de détection. Un autre aspect, je crois que c'est sur la slide d'ailleurs, c'est que les outils de détection, au début de leur apparition, la technique, entre guillemets, pour les éviter, c'était de faire passer le texte généré par IA dans un traducteur, par exemple un texte généré en français, de le faire passer à de l'italien, puis de le faire revenir au français, donc de faire un aller-retour via un traducteur. C'était au début suffisant, ça altérait suffisamment le texte pour passer outre la détection. Prenant acte de ce subterfuge, les détecteurs se sont améliorés, ont évolué, et donc ils détectent maintenant les textes altérés par les traducteurs. Le problème, c'est qu'ils détectent aussi des textes qui ont simplement été traduits sans pour autant avoir été initialement générés par l'intelligence artificielle. Donc là encore, c'est une rustine supplémentaire qu'on colle sur les détecteurs, mais qui, du coup, à mon sens, n'en font pas un outil sur lequel on peut réellement compter. Bien sûr, dans un certain nombre de cas,
le score de détection va être vrai. Mais si ça veut dire qu'on punit en échange tout un tas de gens qui ont fait le travail correctement, le jeu n'en faut pas forcément la chandelle. Notamment, euh, beaucoup de professionnels du copywriting. Le copywriting, c'est une profession qui rédige des textes à visée commerciale, marketing pour le web. Par exemple, des publicités pour des réseaux sociaux, des descriptions de produits pour de l'e-commerce, des scripts de vidéos, ce genre de choses. Donc un contenu qui va être très codifié, à visée marketing. Ces professionnels-là, aujourd'hui, qui travaillent souvent en freelance, on leur demande de produire des contenus écrits qui passent le test de la détection. Or, on voit énormément de témoignages de copywriters qui se plaignent que leur texte est détecté comme étant généré par de l'IA, alors que ce ne serait pas le cas. Des faux positifs, comme on l'a expliqué juste avant. C'est assez gênant. À mon avis, c'est le cas parce que les modèles de langage, ils ont été entraînés sur des quantités de textes vraiment astronomiques et sur lesquels, dans beaucoup de cas, il n'y a pas eu vraiment de tri. La quantité primait sur la qualité. Et donc, potentiellement, ce genre de texte que peuvent produire les copywriters, des pubs, des vidéos, etc. Je pense que c'est potentiellement pour ça, puisqu'il y a une similitude entre ce qu'ils produisent manuellement et ce que l'IA peut ressortir. C'est juste une théorie. Un autre souci, à mon sens, c'est que le fait de ne pas adopter une posture d'intégration, de sensibilisation, de formation vis-à-vis de l'intelligence artificielle, d'être dans la détection et la sanction systématique, ça peut pousser à une forme de course à l'armement, si je puis dire, entre enseignants et étudiants. Notamment, on commence à voir apparaître des humanizers, une nouvelle génération d'outils dont la promesse est d'humaniser du texte généré par intelligence artificielle et non seulement d'humaniser, mais également de contourner les outils de détection. C'est bon là, à ce stade, le devoir maison que vous leur avez demandé n'a plus aucun sens, quoi. Donc, nous, on est plutôt dans une posture d'intégration, d'évolution des modalités d'évaluation quand c'est possible. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle à ce niveau. Et de formation, tout simplement, si c'est applicable. J'ai pu tester par curiosité un de ces outils d'humanisation, Humanizer, et ce qu'il en ressort, c'est que ça altère vraiment significativement le texte. En fait, parmi un des tests que j'ai fait, j'ai même retrouvé des caractères d'une langue asiatique dans mon texte dit humanisé. Et ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il reprend cette technique d'aller-retour avec les traducteurs dont j'ai parlé il y a quelques instants, en la poussant à l'extrême. Ce qu'il ferait, selon moi, c'est qu'il ferait des allers-retours de traduction, suivis successivement d'un test dans un détecteur. Et il répéterait l'opération jusqu'à ce que le texte soit à 0% de détection sur plusieurs détecteurs célèbres. Et donc, le résultat est assez abominable. La ponctuation est sans dessus-dessous. Il a utilisé des synonymes de synonymes de synonymes, si bien que la signification de votre texte, elle est complètement éparpillée. Il n'y a plus vraiment de substance dans le... En tout cas, il n'y a plus la substance du texte original dans le texte dit humanisé. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Une fois qu'on a fait ce constat un peu amer, comment est-ce qu'on peut
aborder les choses, comment est-ce qu'on peut réagir. Selon moi, la réponse va se faire, il n'y a pas de réponse miracle déjà, et la réponse peut se faire selon 3 approches complémentaires. La première, ce serait l'intégration, le fait de montrer aux étudiants les limites et les dangers de l'IA. Notamment, ici, on a les biais. Donc, vous avez un article de The Atlantic qui vous explique pourquoi Grok, l'IA de X, anciennement Twitter, appartenant à Elon Musk, tient des propos racistes, suprémacistes blancs ou je sais plus trop quoi, parce qu'elle a été manipulée en ce sens. Donc, confier son propos à l'intelligence artificielle, c'est se soumettre à ces manipulations, tout simplement. Un autre exemple qui est vraiment très facilement reproductible, ça marchera systématiquement, je vous le garantis, c'est avec DeepSeek, c'est cette IA, ce modèle de langage chinois qu'on a mentionné au début. Et donc si vous lui demandez si Taïwan est un pays, il vous répondra à chaque fois systématiquement que non, Taïwan est une partie de la Chine. Donc ça démontre bien que les IA ne sont pas des vecteurs d'information neutres comme on pourrait essayer de nous le vendre. C'est bien des outils qui sont parfois manipulés pour porter une certaine vision politique des choses, mais qui de toute façon sont soumis au biais des données d'entraînement. Donc j'avais vu une expérience par exemple, on avait utilisé un modèle de langage pour déterminer le salaire qu'on devrait donner à tel ou tel candidat dans une entreprise pour un poste. Et donc il y avait différents profils, et notamment un profil d'homme et un profil de femme, tout à fait équivalents, même diplôme, mêmes expériences, etc. Et donc, comme dans ces données d'entraînement, probablement qu'historiquement, c'est quelque chose de connu, les femmes sont moins payées que les hommes en moyenne. Probablement que ça se reflétait dans ces données d'entraînement. Eh bien, l'IA a reproduit ce biais dans les salaires proposés aux uns et aux autres. Donc, au-delà de la manipulation, l'IA, elle est aussi dans la reproduction de biais que nous, on a déjà identifiés et qu'on essaye de contrecarrer. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Encore une fois, c'est juste une machine, ça marche juste de manière statistique et donc ce genre de résultat est parfaitement logique, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Et donc, il faudrait ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de choses qu'on aurait demandé à l'IA et qu'on aurait bêtement recraché. Ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer, expliquer aux étudiants. Une autre option, ça pourrait être de demander aux étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une biographie d'une personnalité importante de votre champ disciplinaire. Ça peut montrer aux étudiants que la place du sachant, du professeur, elle n'est pas encore si remise en cause que ça, parce que la recherche d'informations factuelles, précises, véridiques, c'est quelque chose pour lequel l'intelligence artificielle n'est pas très bonne. Ça, OpenAI le dit lui-même. OpenAI, c'est la société qui développe ChatGPT. Donc là, sur cette page web, ils nous disent clairement, hop, voilà, c'est ici. Pour nos différents modèles, on leur a posé des questions factuelles et donc le meilleur modèle n'a eu que 42,7% de réponses correctes. Le meilleur. C'est pas tout à fait à jour. Maintenant, il y a de nouveaux modèles, peut-être qui seraient un peu plus performants, mais donc on n'est même pas à la majorité des réponses. Sachant qu'un certain nombre n'a tout simplement pas été répondu. En fait, si vous faites cet exercice de biographie, aux yeux d'un novice, d'un néophyte, la biographie, elle pourrait paraître tout à fait cohérente. Mais
dans, dans votre perspective, à vous qui êtes expert du domaine, qui connaissez la vie de Victor Hugo par cœur, eh bien vous savez que cette date de naissance, elle est fausse à 2 ans près. Que ce lieu de naissance, il est presque correct, mais en fait c'était le village à 5 kilomètres. Que ce personnage, qui est très crédible, il n'existe pas du tout. Donc vous allez pouvoir montrer aux étudiants, par A plus B, que non seulement il y a des biais politiques, des manipulations, des biais factuels, historiques liés aux données d'entraînement, mais aussi des erreurs et tout simplement des hallucinations de l'IA, qu'en fait, l'idée derrière ça, le message, c'est que l'intelligence artificielle générative est une interface conversationnelle et non pas un moteur de recherche. De fait, elle est là pour être très polie, très encourageante, absolument pas contrariante. Et donc si elle doit inventer des choses pour satisfaire à votre demande parce qu'elle ne connaît pas ces données, parce qu'elle ne les trouve pas, eh bien elle le fera sans aucune vergogne. Donc il est important, je pense, de montrer ça aux étudiants. Un autre exemple, au niveau des hallucinations, c'est un livre sur la cueillette des champignons qui avait été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle, vendu en tant que e-book sur Amazon et qui a provoqué des intoxications. Voilà, donc je pense que personne n'a envie d'être responsable de boulettes comme celle-ci. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut montrer aux étudiants. Un autre aspect intéressant de l'intégration, c'est de communiquer avec les étudiants sur ce que vous leur permettez de faire ou non avec l'intelligence artificielle. Par exemple, un tableau qui décrit selon différents tiers quel niveau d'utilisation il est permis pour telle ou telle évaluation. Un tiers 0 avec aucune assistance, usage de l'IA banni. Un tiers 1 avec une utilisation basique, par exemple la correction orthographique. Un tiers 2 avec l'utilisation de l'IA comme un tuteur, où l'étudiant va pouvoir demander à l'IA de lui réexpliquer certaines notions, va pouvoir demander à l'IA de lui créer des flashcards, va pouvoir demander à l'IA de clarifier certains passages du cours qu'il n'aurait pas compris. Un tiers 3 par exemple, où l'étudiant pourrait utiliser l'IA comme un outil d'édition pour structurer son plan, pour trouver des idées, pour reformuler certaines phrases afin de donner une meilleure forme à sa production écrite. Donc voilà, donc on peut imaginer différents tiers comme ça, selon les besoins de chaque enseignant, chaque enseignement, et donc pour chaque évaluation, qu'elle soit notée ou non, qu'elle soit à la maison ou non, l'enseignant peut dire cette évaluation se rapporte à tel tiers. Et donc, les étudiants jouent le jeu ou pas, mais au moins ça a le mérite d'exister et de donner une consigne claire sur ce qui est attendu. Autre chose qu'on peut montrer aux étudiants, c'est un point assez amusant. Donc, Anthropic, c'est l'entreprise qui produit le modèle de langage Claude et qui demande aux potentiels salariés qui postulent chez elle de ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans leur candidature. Donc là, il y a un article à ce sujet. Je trouve ça quand même assez ironique. Toujours au niveau de l'intégration, alors l'usage immodéré de l'IA, il a quand même des conséquences graves. Ici, c'est une étude de Microsoft, il me semble, qui conclut que l'usage immodéré de l'IA entraîne une baisse de l'esprit critique et de la capacité de synthèse, et que notamment les participants qui utilisent beaucoup l'IA rapportent eux-mêmes une réduction des efforts cognitifs qu'ils fournissent et une réduction de la confiance qu'ils ont dans leur propre production. C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et en réponse à cette étude,
l'Université de Queensland propose une approche d'intégration de l'IA, en l'occurrence pour un enseignement où on demande aux étudiants de designer un appareil intelligent, un smart device, pour la protection environnementale du campus. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour guider l'étudiant dans sa réflexion, plutôt que de leur laisser quartier libre et que les étudiants utilisent l'IA pour chercher des informations pour toutes les raisons qu'on a vues juste avant. Pour mettre en place ça, ils ont élaboré ce prompt où ils expliquent ce que l'étudiant va devoir faire et ils demandent à l'IA de poser différentes questions à l'étudiant. Donc ils décrivent un peu le processus par lequel ils souhaitent que l'étudiant passe et donc le modèle de langage va pouvoir poser ces questions au fur et à mesure que l'étudiant apporte des réponses. Donc, dans les faits, ça donne ça. En fait, l'IA est utilisée un peu comme un chatbot. Elle commence par demander, commençons avec le panorama général, l'image globale. Si tu penses à des designs d'appareils intelligents pour la protection environnementale du campus, est-ce qu'il y a un challenge que toi ou ton équipe avait dépassé, donc dans le passé pour quelque chose qu'ils auraient déjà fait, et au contraire, un que vous n'auriez pas résolu et qui serait en suspens. Donc il demande à l'étudiant de se remémorer des choses, donc on le met déjà dans un certain chemin de pensée. Après quoi, il lui demande, en pensant à ces challenges, à ces défis, est-ce qu'il y a des nouveaux insights, des nouvelles idées qui pourraient être réutilisées pour le projet en cours et qui viennent de ces expériences réussies ou ratées. Et donc, de fil en aiguille, l'IA pose différentes questions qui amènent l'étudiant vers une réflexion. En fait, leur considération, c'est que pour ce qui a été dit dans l'étude de Microsoft et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, utiliser l'IA pour nous fournir des réponses, une réponse qu'on croit magique, etc., ça a plein de mauvais impacts sur nous et sur nos résultats. Et donc, eux prennent le paradigme inverse, qui est d'utiliser l'IA comme un moteur de réflexion. Alors, finalement, on n'aurait presque pas besoin de l'IA pour faire ça. On peut le faire avec un chatbot, on peut même le faire avec un simple questionnaire papier, en fait. Mais là, eux prennent le contre-pied, en fait, pour forcer les étudiants à utiliser l'IA sur cet aspect et donc ne pas l'utiliser pour un autre. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que ça vaut le coup d'être mentionné. Après, c'est peut-être pas, on peut peut-être pas le mettre en place partout, mais je pense que c'est une approche qui va dans le bon sens d'une utilisation viable, intéressante de l'intelligence artificielle générative. Pour conclure cet atelier, une requête qu'on a de temps à autre, c'est des conseils pour bien prompter. Alors pour apporter une réponse éclairée, j'ai épluché un guide de Google à ce sujet, et globalement, on pourrait résumer ça en quelques points que j'ai mis là sur cette liste à puces. Le premier, c'est d'être clair et spécifique, et surtout d'envisager tous les détournements que l'IA pourrait emprunter pour répondre à votre demande. C'est important. J'ai un exemple à vous donner. Quand j'ai fait des recherches pour produire cet atelier, je suis tombé sur l'expérience de chercheurs. C'était pour de l'intelligence artificielle tout court et non pas de l'intelligence artificielle générative, mais ça reste pertinent. En gros, ces chercheurs avaient reproduit la physique du monde réel dans un environnement de simulation. Et l'IA avait accès à cet environnement, devait y construire un robot selon certaines contraintes pour répondre à une demande précise. Par exemple, se déplacer le plus rapidement possible.
Et les contraintes, c'était d'avoir un robot de forme humanoïde avec 2 bras, 2 jambes, une tête et un tronc. Et donc, on pourrait s'imaginer que l'IA allait faire, avec tous les biais de représentation qu'on peut avoir, elle allait faire une forme d'humanoïde classique, peut-être avec des très grosses jambes pour courir très vite, ou au contraire rachitique avec des ailes pour essayer de voler, enfin, quelque chose qu'on pouvait appréhender. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. L'IA a fait un personnage avec les plus petites jambes, le plus petit tronc, les plus petits bras possibles, et une tête énorme. Et donc les chercheurs ont lancé la simulation circonspect de savoir ce qui allait se passer. Et en fait, le petit robot créé par l'intelligence artificielle est effectivement tombé très rapidement. Et donc c'était vraisemblablement la méthode la plus simple de répondre à cet objectif de se déplacer le plus rapidement possible. Donc c'est pas du tout ce qu'on avait, ce que les chercheurs avaient envisagé. Pourtant, ça répond à l'objectif qui était stipulé, probablement mal formulé, puisqu'il envisageait pas justement ces détournements que l'IA allait pouvoir emprunter. Un moyen un peu de contrecarrer ça, c'est par exemple de fournir des exemples de ce qu'on attend en sortie. Un autre élément qui peut aussi augmenter la qualité de votre résultat, c'est de décomposer votre requête en plusieurs prompts. Par exemple, si vous avez quelque chose de complexe à faire, vous allez d'abord demander une étape 1, puis une étape 2, puis une étape 3, etc. Là, ça va être plus simple à gérer pour le modèle de langage. Ensuite, c'est le fait d'attribuer un rôle, une forme d'expertise. Quand on a parlé des assistants tout à l'heure, c'est ce que la personne a fait dans l'instruction personnalisée de l'assistant. Elle lui a dit « tu es un rédacteur » ou quelque chose comme ça. Définir le format attendu, donc par exemple, est-ce qu'on veut écrire un article, est-ce qu'on veut un simple paragraphe, est-ce qu'il y a un nombre de mots à respecter, est-ce qu'il y a un ton à employer, ce genre de choses. D'utiliser les outils appropriés, donc est-ce qu'on veut des informations très fiables, et donc là on va plutôt utiliser le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Est-ce qu'on veut des informations d'actualité qui datent de quelques heures, quelques jours, donc là peut-être qu'il va falloir aller les chercher sur le web. Est-ce qu'on veut faire des calculs, réaliser une tâche complexe, et donc là potentiellement le mode raisonnement va être utile. Pour décrire un peu ce que c'est, en gros le mode raisonnement, c'est de répéter votre requête plusieurs fois, avec plusieurs chemins de résolution possibles, et puis de ne vous livrer au final que le résultat qui est revenu statistiquement le plus souvent. C'est une forme de moyenne en fait. Donc si vous avez, je sais pas, un calcul à faire avec l'IA ou ce genre de choses, où l'IA peut facilement commettre... En fait voilà, c'est dans un cas de figure où l'IA peut facilement commettre une erreur, le raisonnement va potentiellement aider de ce point de vue. Un conseil plus personnel, ce serait de conserver les prompts que vous avez élaborés, dont vous avez remarqué qu'ils ont bien fonctionné, de les réutiliser et puis de les ajuster au fur et à mesure. Donc vous pouvez vous faire une forme de carnet, un fichier de référence avec vos prompts. Faire ça aide à reproduire certains résultats quand on a des demandes récurrentes. Merci pour votre attention dans ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser, donc soit via le forum de cet espace de cours, soit par email. Vous pouvez me les adresser directement à emilien.lecoffre, LECO2FRE, @unif-rouen.fr. Merci encore et j'espère que cette présentation vous a plu.